vous accueillir sur cette série de conférences consacrée à l'évaluation certification. La troisième conférence s'intitule CPF et certification Calliope, actualité et retour d'expérience. Pour cela, nous avons avec nous les trois experts sur ces sujets-là. Et je vais peut-être laisser la parole d'abord à Laurence pour qu'elle puisse se présenter dans un premier temps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour cette conférence, on va essayer d'avoir 15 minutes de présentation. C'est vraiment juste un petit panorama avec un organisme de formation qui, ma foi, sera le grand témoin et expliquera un petit peu comment il vit et à la fois les contrôles CPF et les contrôles Calliope. Marc Verger, ceux qui sont avec nous chez ETS Global le connaissent bien puisqu'il anime tous nos webinaires concernant le Calliope et c'est un expert Calliope. Et moi-même qui suis donc secrétaire générale d'ETS Global pour la France. Donc, rapidement, pour démarrer, hop, merci Marc. Voilà, donc c'était nous. Petit point sur l'actualité CPF, petit point sur l'actualité Calliope et donc le retour d'expérience et questions-réponses, je viens de le dire. L'actualité CPF, d'abord, j'imagine que vous êtes un certain nombre d'entre vous à être organisme de formation. Et donc, un premier constat qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, entre 2022 et 2023, il y a eu énormément de contrôles. Alors, je les ai mis en ordre inversé. On a d'abord eu tout ce qui était CPF et les fraudes, donc diffusion de bonnes pratiques. À la suite de ça, les bénéficiaires du CPF ont vu leur accès rendu un petit peu plus difficile avec France Connect Plus pour l'achat d'une formation sur mon compte formation.gouv. Pour les organismes de formation, une nouvelle procédure pour être certifié et accéder à la plateforme EDOF. D'abord, au départ, pour les nouveaux entrants et plus récemment, y compris pour les organismes de formation qui sont déjà référencés auprès d'un organisme de formation. Donc, il y a toute une procédure à suivre. Donc, ceux qui sont organismes de formation pas nouveaux sur la plateforme, et par exemple chez nous, pour le TOEIC, on en a quand même un certain nombre. Si vous recevez un mail de la Caisse des dépôts, surtout ne le mettez pas à la poubelle parce qu'il va vous demander un certain nombre d'éléments à remplir de manière informatique et ensuite, il va vous demander des précisions complémentaires. Et c'est la Caisse des dépôts qui, en fonction de ce que vous aurez retourné comme document, va confirmer ou pas votre présence sur EDOF auprès de ce certificateur. Et puis, régularisation, sécurisation de l'offre de formation, tout ce qui est les conditions générales d'utilisation. Là, normalement, en tant qu'organisme de formation, vous devez tous les connaître par cœur, puisque c'est les conditions de la plateforme. Deuxième élément, voilà. Je les ai listés un petit peu rapidement, mais je crois qu'on va passer pour ne pas prendre trop de temps. Mais c'est ce que je vous disais. La vérification sur mon compte formation, il y a toute une procédure à suivre. Et je vous engage véritablement à lire les documents de la Caisse des dépôts. C'est absolument crucial pour vous, organismes de formation, puisque désormais, vous pouvez à tout moment être contrôlé par la Caisse des dépôts. Les certificateurs n'ont évidemment pas du tout été oubliés. Donc les certificateurs RS, mais pour le RNCP c'est la même chose. Là je parle en tant que certificateur RS. On a évidemment l'obligation désormais de contrôler notre réseau d'organismes de formation. Si on ne le contrôle pas ou un défaut de contrôle du réseau peut entraîner une suspension partielle ou totale du certificateur au titre de sa certification. Donc un gros poids qui nous est arrivé sur les épaules avec un décret en 2021. Le certificateur, deuxième chose, on l'oublie souvent dans le cadre du passeport de compétences. Alors le passeport de compétences, c'est la loi de 2018.
on a tous focalisé sur le CPF en 2018, mais il y avait une deuxième chose qui s'appelait le passeport de formation. Nous, organismes de formation, de certification, pardon, nous avons l'obligation de remonter pour alimenter et nourrir les datas du passeport de formation, la totalité, et pas uniquement les résultats CPF, la totalité des résultats et des tests TOEIC qui sont passés par an. Donc, c'est plusieurs centaines de milliers de tests qui sont remontés à la Caisse des dépôts pour alimenter le passeport de formation. On y reviendra, si vous le souhaitez, dans les questions-réponses un petit peu plus tard. Donc, évidemment, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit remonter et la Caisse des dépôts match avec un abrégé du numéro de sécurité sociale qui s'appelle le numéro NIR. Et si la correspondance n'est pas faite, c'est le certificateur qui est responsable et qui doit donc aller rechercher auprès de l'organisme de formation ou auprès du candidat pour récupérer les bonnes données et les remonter à la caisse. Et puis, la dernière qui n'est pas la moindre, comme vous le savez désormais, tout certificateur sur REDOF fait l'objet donc d'un renouvellement de certification. Donc, pour ce qui est du TOEIC, on a été renouvelé jusqu'en novembre 2025. On a eu de la chance, on a fait partie des certificateurs qui ont été renouvelés pour 3 ans. Mais ce renouvellement impose un certain nombre de choses, et en particulier tout un pack, on va le dire comme ça, de données, de data, de statistiques qui vont regarder à la fois le comportement de vous, organismes de formation, mais également calibrer la satisfaction des bénéficiaires du CPF pour remonter à la fois à la Caisse des dépôts et à France Compétences au moment du renouvellement de notre dossier. Voilà, je voulais faire un bref panorama de ce contrôle qui s'intensifie de plus en plus, et pour vous, organismes de formation, et pour nous, certificateurs. Et puis évidemment, ça ne s'arrête pas là, et donc je vais passer la parole à Marc pour parler d'un truc que tout le monde adore, Calliope. Merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous voir. Donc Marc Verger aujourd'hui avec une casquette, puisque j'interviens dans un groupe d'éducation, mais sinon ma casquette du 5 janvier dernier était un certificateur qualité Calliope. Donc il est vrai qu'aujourd'hui on va faire juste un panorama là aussi relativement rapide sur Calliope. Vous avez les certificateurs RS, RNCP comme ETS Global, et vous avez bien sûr le certificateur Calliope, puisque pas de Calliope, pas de CPF, pas de fonds publics. Et donc, vous allez chercher du B2C éventuellement. Voilà. Donc, simplement, juste pour un retour sur 2023, une année qui a été chargée en évolution réglementaire. Alors, pour tous les aficionados que vous êtes peut-être sur Calliope, vous êtes toujours penchés sur vos alertes Google. Beaucoup d'évolutions réglementaires en 2023. On verra si c'est vrai avec un dirigeant d'OF, s'il est toujours sur Google pour voir les évolutions. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, il y a eu un nouveau règlement d'usage. C'était au mois de mars 2023. Vous avez eu un arrêté du 31 mai dernier qui a modifié pas mal de choses sur Calliope. Vous avez eu un nouveau question-réponse, c'était en septembre 2023. Et ensuite, on a eu un nouveau guide de lecture le 23/11/2023. Et puis alors, le législateur exceptionnel, au moment de Noël, au lieu d'aller prendre du chapon, des huîtres et du foie gras, il s'est défoulé. Et qu'est-ce qu'il nous a pondu? Plein d'évolutions. Un décret pour les certificateurs, un renouvellement de l'aide aux employeurs. Il y a également le décret sur la sous-traitance et le CPF. Donc on ne sait pas, en tout cas, le certificateur n'a pas chômé en fin d'année. Et bien évidemment, pas mal de choses vont arriver quand? Eh bien, tout simplement, cette année, en 2024. Le guide de lecture V8, application depuis hier. Si on devait faire juste un conseil, on va dire que tout ce qui était dans la V7, normalement, vous ne devriez pas avoir de grande bienveillance de la part des auditeurs, partant du principe que ça existe depuis 3 ans et que vous l'avez approprié, que vous l'avez mis en œuvre. Vous devriez avoir, je pense, sur les premiers mois, un peu de bienveillance en lien avec les évolutions des attendus sur les différents indicateurs, quelque temps, au moins peut-être jusqu'à la fin du mois de juin.
Derrière ça, on va avoir des info-certificateurs et je vais revenir dessus, c'est très important pour vous. Ce sera applicable à partir de mars 2024, on va voir de quoi il s'agit. Il y a le fameux décret sur la sous-traitance, applicable à partir du 1er avril, hein, et ce n'est pas un poisson, hein, c'est vraiment le 1er avril. Alors, sous-traitance en lien avec le CPF, on va y revenir un petit peu aussi. Et vous avez eu un nouveau guide de lecture, et oui, c'est les étrennes, après Noël, on a les étrennes. Le guide de lecture V9 qui prend en compte la sous-traitance. Et là, ceci sera mis en œuvre à partir du 9 mars 2024, puisqu'entre un guide de lecture et sa mise en œuvre lors d'un audit, c'est 2 mois. C'est dans le préambule de chacun des guides de lecture. Alors, sur tout ce qui est CPF, sous-traitance et Calliope, alors bien sûr, hein, TOEIC, formation en langue et CPF, ça va de pair. Alors, on a déjà aussi découvert que le législateur adore les maths. Moi, je ne le savais pas. Donc, on a une formule de calcul pour calculer la durée de l'audit. C'est une question de chiffre d'affaires, de catégorie d'action. Ça va être aussi une question de nombre de sites. On a même une racine carrée pour déterminer le nombre de sites qu'on va auditer, pourquoi pas. Et maintenant, eh bien, le législateur a aussi ajouté un pourcentage de chiffre d'affaires réalisé sur mon compte formation pour la sous-traitance. Donc, de l'évidence, si vous n'avez pas fait un bac scientifique, ça va être mal barré pour les calculs. Derrière ça, ce que l'on peut s'apercevoir quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations aujourd'hui sur les derniers textes de sous-traitance et CPF. Internet est une source d'information qui n'est pas toujours juste. Donc méfiez-vous de tout ce qui peut être dit aujourd'hui. Il y a quand même quelques bons articles qui ont été rédigés par des avocats. Et là, on peut a priori supposer qu'ils sont à peu près justes, bien évidemment. Et en lien avec le CPF et la sous-traitance et la formation aux langues, eh bien, on peut se demander comment va être géré les cours, comment est-ce qu'on va appréhender les formateurs basés à l'étranger qui sont sous-traitants sans contrat de travail. Tiens, là, je n'ai pas de réponse du ministère. C'est une bonne question. Il y a quand même des certitudes avec le nouvel arrêté qui est arrivé au mois de décembre. C'est que la sous-traitance en cascade, côté mon compte formation sous-traitance, c'est terminé. Ça, c'est une première quand même, information importante. Deuxième information importante, vous allez avoir obligation d'encadrer très, très précisément le contrat de sous-traitance avec un certain nombre de missions à définir et d'autres choses. Et ça, ce sera revu en tous les cas par l'auditeur Calliope, bien évidemment. Et on rappelle que dans la sous-traitance habituelle, vous avez quand même l'obligation de NDA, numéro de déclaration d'activité, pour exercer une activité de formation professionnelle, et de certification Calliope. Et avant de passer derrière ça la parole à Thierry, simplement une nouvelle aussi, c'est qu'il n'y a pas que les organismes de formation qui sont contrôlés. Bonne nouvelle, et ça c'est un ancien certificateur qui parle, les certificateurs Calliope vont devoir remonter des informations auprès du ministère du Travail. On attend vraiment l'arrêté, puisqu'on a le décret, mais on n'a pas l'arrêté. Normalement, il devrait remonter le nombre de prestataires certifiés. Vous avez 34 ou 37 certificateurs sur le marché. Eh bien, combien d'organismes ont-ils certifié? Le nombre d'audits réalisés, le nombre de refus, retraits et suspensions de certification. C'est vrai qu'on n'a aucune info. C'est un monde relativement opaque. Le top 5 des non-conformités et des motivations de non-conformité. Donc ça devrait vous aider en termes de démarche d'amélioration continue pour voir où est-ce que vos confrères se sont fait prendre les pieds dans le tapis pour peut-être être plus vigilants là-dessus. Les signalements et plaintes qu'auraient pu recevoir les certificateurs, pourquoi pas. Le nombre de contrôles de l'usage de la marque aussi. Et le nombre d'auditeurs internes-externes. Ah, ça y est, le ministère s'intéresse à la sous-traitance des organismes certificateurs. Bonne nouvelle aussi. Derrière ça, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous en tant qu'organisme de formation, groupe d'éducation? Une plus grande transparence sur qui sont les certificateurs sur le marché et éventuellement quel pourrait être leur degré d'exigence. Pourquoi chez tel certificateur il n'y a aucun retrait, aucune suspension, voire même aucun refus de certification alors que d'autres en ont? Est-ce que les organismes qui sont allés chez lui étaient si mauvais que ça, ou est-ce que les auditeurs ne sont peut-être pas aussi exigeants? Ça devrait vous donner quand même peut-être quelques pistes de réflexion. Derrière ça aussi, ça va vous permettre de voir si les certificateurs travaillent en sous-traitance ou avec des salariés. Et il est vrai que dans la formation, le ministère pousse à ce qu'on ait du salariat plus que de la sous-traitance. Et enfin, n'oublions pas qu'il y a quand même un point ici intéressant, c'est le renforcement du contrôle de la marque. Donc ça veut dire utilisation du logo Calliope dans vos communications, dans l'adresse mail, carte de visite, dans vos brochures, tout ce que vous voulez.
et bien évidemment votre obligation d'affichage du certificat Calliope. Ne vous trompez pas de version, c'est une non-conformité majeure. Thierry, que j'ai audité, audit initial et de surveillance. Si, c'est possible. Exactement. J'étais gentil en fait. Ouais. En fait, voilà. Donc l'intérêt ici du témoin, c'est bien voir comment un dirigeant d'organisme de formation vit tous les contrôles des méchants certificateurs RS, RNCP que nous pourrions être et des auditeurs Calliope. Ah, j'en ai pas besoin, Marc. Merci. Bon, il reste là. Merci donc Marc. Merci Laurence. Merci de faire cette conférence. C'est assez intéressant. D'inviter aussi un organisme de formation, je trouve ça aussi intéressant pour une fois qu'on nous donne la parole. Donc en historique, Archipel est dans la démarche qualité depuis 2008 par l'obtention de la certification que certains ont connue qui s'appelait OPQF. Donc ça, c'était en 2008. Puis, on est passé par la déclaration 2017 afin d'être data-docké. Ensuite, dès février 2020, Archipel a obtenu les certifications Calliope grâce à l'auditeur qui est à côté de moi. On a enchaîné ensuite l'audit de surveillance en juin 2022, ce qui nous a permis d'obtenir la certification. Et après 15 mois, en juin 2022, on a eu l'audit de surveillance, en juin 2022. Et après 15 mois, en octobre 2023, l'audit, j'en suis où? L'audit de renouvellement. Et ça, jusqu'en février 2027. Ouf. Donc, ce qui veut dire que on n'arrête pas, quoi, et ça devient de plus en plus chronophage. On passe notre temps à prouver que l'on fait bien notre métier. On est dans cette démarche qualité depuis de nombreuses années, et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que on n'arrête pas, quoi. Il y a 9 versions en 4 ans, 3 audits en 3 ans. N'est-ce pas un peu trop? Je me pose la question. Et l'autre question que je me posais, qui est quel autre métier de service suit ce rythme? On est vraiment très sollicité. Voilà. Autre point qui était important pour moi, c'est pour démontrer la conformité des indicateurs, il faut vraiment passer de plus en plus de temps. Et comme les versions s'enchaînent, il faut à chaque fois repasser du temps pour réussir à comprendre, à déchiffrer, et les organismes ont du mal eux-mêmes à déchiffrer. Donc nous, quand on va arriver à la nouvelle version, il faut arriver à comprendre ce qu'ils souhaitent nous dire. Et puis enfin, aussi cette interprétation, mais aussi les auditeurs, différents organismes qui sont certificateurs n'ont pas du tout, d'après les échanges que je peux avoir avec les autres organismes, la même vision. Donc je suis aussi étonné de voir des pairs qui ont des contacts ou des non-conformités ou des conformités selon les auditeurs. Donc là aussi, c'est une vraie question de savoir comment on interprète la situation. Voilà, c'était concernant Calliope. Concernant le CPF, là aussi, j'ai passé des années à rager sur les méthodes de démarchage téléphonique peu orthodoxes qu'on a pu connaître pour certaines sociétés que je n'appellerai pas des OF. Et malgré une période de transition que vous avez sans doute tous connue sans être référencés sur les DOF, parce que pendant un moment, ils nous ont tous supprimés, donc on s'est retrouvés sans avoir la possibilité de proposer nos formations. Mais quand même, grâce aux nouvelles réglementations, ça a permis, je pense, un écrémage salutaire. L'interdiction de faire du démarchage téléphonique, ça a fait du bien. Concernant le site EDOF, au début, c'était un petit peu compliqué de comprendre comment ça fonctionnait, de déposer les programmes, de déposer les sessions, etc. Bon, une fois qu'on a compris le fonctionnement, je pense que c'est assez simple. Et puis maintenant, concernant les inscriptions jusqu'à la facturation, une fois qu'on a compris, ça fonctionne plutôt bien.
Après, il y a souvent des particuliers qui nous sollicitent quand même pour aller essayer d'inscrire et utiliser leur compte formation CPF, qui est assez un chemin un peu compliqué. Donc nous, on les aide pour essayer de leur trouver le parcours qu'il faut. Et c'est encore plus complexe avec l'obtention maintenant de l'identité numérique, sans parler des personnes qui sont étrangers. Parce que pour obtenir une certification, l'identité numérique lorsqu'on est étranger, il y a certaines fois, on n'y arrive pas, quoi. Donc, je pense que là aussi, il y a des points sans doute à améliorer. Par contre, aussi, ce que je voulais saluer, c'est le partenariat avec les structures qualifiantes, parce que ça a sans doute harmonisé l'offre vis-à-vis de tous les organismes de formation. Grâce à votre rôle, ça nous permet d'avoir une concurrence loyale entre nos différentes offres. Voilà, et le dernier point, c'est toujours la vigilance pour tous, pour les particuliers, mais aussi, vous l'avez sans doute vu sur le site de l'EDOF, il nous engage à être attentifs, puisqu'il y a des escroqueries à l'encontre des OF qui consistent à se faire passer pour les équipes de la Caisse des dépôts et nous demander une série d'informations sur notre entreprise et ainsi utiliser nos comptes. Bon, soyons vigilants. En plus des surveillances, en plus des contrôles, il faut être attentif à tout ça. Voilà mon humble expérience en 20 ans de centre de formation. Merci. Merci beaucoup Thierry, c'était très intéressant. Peut-être on peut passer aux questions ? Tout à fait. En deux. On peut réactiver les micros, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, en deux. C'est parfait. Donc, du coup, on passe à la séance questions-réponses. N'hésitez pas à lever les mains pour que je puisse vous donner le micro et poser vos questions. J'imagine qu'il y a des organismes de formation parmi les présents ou éventuellement des universités internes d'entreprise qui décident parfois effectivement d'être qualifiés Calliope. Est-ce qu'il y en a des questions dans la salle ? Alors, pour franchir le cap, éventuellement, la question de mon côté, c'est-à-dire que moi, je travaille dans une entreprise et il y a la question sur le fait, est-ce qu'on passe la certification Calliope ou pas, pourrait se poser. Qu'est-ce que vous conseillerez à des responsables de formation dans les entreprises s'ils réfléchissent effectivement à cette question actuellement? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut y penser maintenant? Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Alors ça, c'est une sacrée question, hein, si je peux me permettre, parce que ça réactive tout ce qui s'est passé au titre des, je dirais, 15 dernières années de la formation professionnelle. Si on prend uniquement l'angle financier, quand on est une entreprise, les différentes lois, et la dernière de 2018, a, pour un certain nombre d'entreprises, et en particulier les plus importantes, complètement annihilé ce qui existait avant, c'était la mutualisation des fonds, et donc la possibilité d'utiliser des fonds de la formation professionnelle pour former ses salariés. C'était en lien avec son OPCO, et donc ça permettait là aussi de pouvoir alimenter le plan de formation et de pouvoir gérer des politiques de formation en ayant des fonds de formation. Depuis 2018, terminé. Donc, est revenue sur la question une grande idée qu'il y avait avant 2018, qui était l'idée de co-construction. Vous avez tous, si vous êtes RH, vous avez tous entendu ça avec le DIF à l'époque, ce n'était pas le CPF, la co-construction qui permettait à la fois d'utiliser ou en tout cas d'impliquer de manière personnelle le salarié et à l'entreprise de faire converger les besoins. Avec le CPF, ça aurait dû être possible. Mais le législateur a trouvé bon de lancer le CPF sur la plateforme, bien évidemment, mais de ne pas mettre en place ou de ne pas mettre en place facilement les fameux abondements qui pouvaient être faits soit par les branches professionnelles, soit par les entreprises quand elles avaient un accord d'entreprise. Ce qui fait que nos fameuses entreprises et les plus grosses se sont retrouvées avec un plan de formation qui n'existait plus. Il n'y avait plus que la partie professionnalisation qui existait. Et donc, une partie du CPF dont les fonds, quelque part, ont été transférés aux individus. Et donc, désormais, pour pouvoir continuer à former en co-construction,
Il faut essayer d'avoir l'aval du salarié pour qu'il puisse utiliser son CPF sur des besoins qui sont des besoins concordants avec les besoins de l'entreprise, et éventuellement, l'entreprise peut abonder. Donc c'est un mécanisme beaucoup plus compliqué. Le CPF, clairement, est devenu un droit individuel de formation dont le titulaire a la propriété des fonds. Ce n'est plus à l'entreprise. Parfait, merci beaucoup. Il y a notre question, la dernière. Hop, je vous en prie. C'est pas vraiment une question, c'est plus, j'ai besoin d'être assurée. Je suis directrice d'un organisme de formation, la Forêt France. J'ai eu ma première certification Calliope en novembre 2021. Mon renouvellement cet été, enfin pas mon renouvellement, mon audit de surveillance cet été. Et entre la dinde et le marron, j'ai pas regardé cette version 8. Est-ce qu'il y a, en dehors des 32 indicateurs qui étaient déjà assez lourds à prouver et à travailler avec le certificateur qui est venu chez moi, il y a eu des choses majeures qui ont été imposées encore dans cette nouvelle version? Alors, le nombre d'indicateurs n'a pas changé. Et en fait, pour vos prochains audits, par rapport à ce que vous avez vécu, il y a deux éléments de référence. Il y a d'une part l'arrêté du 31 mai dernier, puisque vous avez une obligation d'affichage de votre certificat qui n'apparaissait nulle part dans vos locaux, sur votre site internet, une obligation de transmission des faux d'affichage. Et ça, c'est une non-conformité majeure si ce n'est pas fait. Oui. Et si on va au bout de l'idée, c'est même une mise en demeure avec une correction sous 30 jours que le certificateur est censé réaliser. Et après, oui, la V8, je ne parle pas de la V9 parce que c'est que la sous-traitance, donc c'est mineur. Mais en fait, la V8, il y a quand même beaucoup de changements en termes d'attendus. Il y a un renforcement des obligations et ça va un renforcement des attendus contre tout ce qui est traitement des PSH, donc personnes en situation de handicap. Et il y a aussi pas mal d'évolutions avec un rappel de toutes les missions, de 12 des 14 missions des CFA, si tant est qu'on ait des CFA dans la salle, bien évidemment. Mais oui, il y a quand même une évolution. Il faut bien relire les attendus, relire les éléments de preuve, et il y a pas mal d'obligations spécifiques, mais essentiellement apprentissage, qui sont apparues. Donc repartir la fleur au fusil comme ce que vous aviez fait il y a 1 an et demi me semble risqué. Merci. Le temps étant compté, je vous propose de remercier nos intervenants. Merci beaucoup pour votre intervention et votre sagesse. Et on va enchaîner très prochainement avec une autre conférence juste avant.